L'aube se levait péniblement sur la Méditerranée, teintant les eaux agitées d'un orange cuivré qui contrastait avec la grisaille du ciel marseillais. Le commandant Pierre Moreau, debout sur le pont de la vedette de sauvetage Mistral, scrutait l'horizon avec ses jumelles, ses mains calleuses agrippées fermement au métal froid. À 52 ans, son visage buriné par 3 décennies de service dans la marine nationale portait les marques d'un homme qui avait vu trop de drames en mer. Ses cheveux grisonnants, taillés courts selon la tradition militaire, étaient déjà humides de l'écume salée que le vent méditerranéen projetait sans relâche sur l'équipage. Les rides qui creusaient ses joues parlaient de nuits blanches passées à scruter ces eaux impitoyables, à ramener vers la côte française des êtres humains fuyant l'horreur de leur pays déchiré par la guerre. « Commandant, nous avons un signal de détresse à 2000 nautiques nord-est », annonça le lieutenant Dubois, un jeune officier de 28 ans dont l'enthousiasme contrastait avec la lassitude de son supérieur. Pierre hocha la tête sans quitter ses jumelles des yeux. Depuis la mort de sa fille Mathilde dans ce terrible accident de voiture 5 ans plus tôt, chaque mission de sauvetage réveillait en lui une douleur sourde qu'il s'efforçait de masquer derrière une discipline militaire implacable. Sa femme Claire avait quitté Marseille l'année suivante, incapable de supporter le poids du silence qui s'était installé entre eux, comme un mur infranchissable. Depuis, Pierre vivait seul dans son appartement spartiate du Panier, ne rentrant chez lui que pour dormir quelques heures avant de retourner au port de la Joliette, où l'attendaient chaque matin les mêmes visages fatigués de son équipage et les mêmes rapports alarmants sur les naufrages en mer. « Mettez le cap, lieutenant. Vitesse maximale », ordonna-t-il d'une voix ferme qui cachait mal sa fatigue chronique. Le rugissement des moteurs couvrit bientôt le bruit des vagues qui se fracassaient contre la coque renforcée de la vedette. Pierre observait l'équipe de 4 hommes s'activer autour de lui avec une efficacité née de l'habitude et de la répétition incessante de ses missions périlleuses. Ces derniers mois, les sauvetages s'étaient multipliés de façon alarmante le long des côtes provençales. Des embarcations de fortune, surchargées de migrants fuyant la guerre et la misère de Syrie, d'Érythrée ou d'Afghanistan, tentaient la traversée périlleuse vers les côtes européennes dans des conditions effroyables. Chaque intervention ressemblait à la précédente. Sortir les survivants de l'eau glacée, prodiguer les premiers soins d'urgence, transférer vers les centres d'accueil de la région marseillaise, remplir les rapports administratifs interminables, recommencer le lendemain. Une routine bureaucratique qui permettait à Pierre de maintenir une distance émotionnelle salvatrice, un rempart contre la souffrance qu'il côtoyait quotidiennement. Mais ce matin-là, quelque chose était différent dans l'air marin chargé de sel et d'inquiétude. Lorsque la vedette approcha de la zone signalée par les gardes-côtes italiens, Pierre ne vit tout d'abord que des débris flottants d'une embarcation pneumatique déchiquetée par les rochers affleurants de la côte sauvage. Des gilets de sauvetage orange dérivaient à la surface houleuse, certains encore attachés à des corps que les courants marins avaient déjà commencé à emporter vers le large. L'odeur caractéristique du carburant mélangé à l'eau salée flottait dans l'air comme un présage funeste. « Mon Dieu !» murmura le lieutenant Dubois en découvrant l'ampleur du naufrage qui s'étendait sur plusieurs centaines de mètres. Pierre ordonna immédiatement la mise à l'eau du Zodiac de secours et prit personnellement les commandes, fouillant méthodiquement chaque mètre carré de la zone sinistrée avec l'acharnement d'un homme qui refusait d'abandonner même le plus mince espoir de sauver une vie. C'est alors qu'il la vit, comme une apparition surgissant du cauchemar aquatique. Au milieu des débris épars, accrochée désespérément à un morceau de plastique gonflable qui la maintenait à peine à flot, une jeune fille flottait inconsciente, ses longs cheveux noirs étalés comme une algue sombre, autour de son visage livide, marqué par l'épuisement et l'hypothermie. Pierre estima qu'elle ne devait pas avoir plus de 16 ans, peut-être même moins. Quelque chose dans ses traits délicats, dans cette vulnérabilité absolue qui émanait de son corps frêle ballotté par les vagues, le frappa comme un coup de poing directement à l'estomac. Il se pencha par-dessus bord du Zodiac et la hissa doucement hors de l'eau glacée, surpris par sa légèreté dérisoire qui lui rappelait cruellement celle de sa propre fille quand il la portait enfant. Elle portait une robe bleue déchirée par endroits et complètement trempée d'eau salée, et quand Pierre écarta délicatement ses cheveux emmêlés de son visage pour vérifier son pouls faible mais régulier, il remarqua un détail qui le fit frémir jusqu'aux os. Sur son poignet gauche, parfaitement visible malgré la pâleur de sa peau, un tatouage représentait une ancre marine entourée d'une corde tressée, mais ce qui glaça littéralement le sang du commandant fut la couleur rouge vif de l'encre, encore éclatante et fraîche malgré l'eau salée et le temps passé en mer. Ce n'était pas un tatouage ordinaire, Pierre le savait instinctivement.
Dans ses 30 années de service, il avait appris à reconnaître les signes, les marquages, les symboles qui révélaient des histoires cachées. Elle respire, constata-t-il en posant doucement la jeune fille sur les coussins étanches du zodiaque, vérifiant une seconde fois son pouls au niveau du cou. Pierre n'avait jamais vu ce type de tatouage auparavant, mais son instinct militaire aiguisé par des décennies d'expérience lui disait qu'il s'agissait d'un marquage spécifique, d'une signature laissée par quelqu'un ou quelque chose. Pendant le retour vers la vedette principale qui les attendait en position stationnaire, il ne cessait d'observer le visage paisible de l'adolescente, remarquant chaque détail de ses traits fins qui évoquaient les origines moyen-orientales. Elle ressemblait étrangement à Mathilde au même âge, avec cette même expression sereine qu'elle avait quand elle dormait après une longue journée d'école. Un sentiment paternel qu'il croyait définitivement mort et enterré depuis 5 ans remonta brutalement à la surface de sa conscience, lui serrant la gorge d'une émotion qu'il ne savait plus comment gérer. De retour sur le Mistral, l'infirmier de bord, sergent Martin, un homme d'expérience aux gestes précis, examina rapidement la jeune fille avec ses instruments médicaux. Elle est en hypothermie légère, mais ses constantes vitales sont stables, commandant. Son rythme cardiaque est régulier et sa respiration normale. Elle a énormément de chance, vraiment. Quelques heures de plus dans cette eau à 15 degrés et nous n'aurions probablement trouvé qu'un cadavre de plus. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase pour que Pierre comprenne l'ampleur du miracle qui venait de se produire. Pierre acquiesça mécaniquement et donna l'ordre habituel, celui qu'il répétait depuis des années. Préparer le transfert d'urgence vers l'hôpital Nord, puis contact immédiat avec les services sociaux départementaux pour placement d'urgence en centre d'accueil. Mais quelque chose d'inexplicable l'empêchait de donner le signal du départ vers la côte. Il resta debout près de la jeune fille inconsciente allongée sur la civière de fortune, observant avec une fascination croissante ce tatouage mystérieux qui semblait pulser et vibrer sous la lumière artificielle de l'infirmerie de bord. C'est alors qu'elle ouvrit lentement les yeux, comme si elle émergeait d'un rêve profond. 2 iris d'un vert profond et intense le fixèrent avec une acuité troublante, mélange indéfinissable de terreur pure et de reconnaissance étrange, comme si elle le connaissait depuis toujours, ou qu'elle l'attendait depuis des années. « Tu es en sécurité maintenant, personne ne te fera de mal », lui dit-il doucement en français, puis répéta exactement la même phrase rassurante en anglais et dans le peu d'arabe qu'il avait appris durant ses missions dans l'océan Indien. Elle ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux verts ne le quittèrent pas une seconde, comme si elle étudiait chaque trait de son visage buriné. Pierre sentit quelque chose chavirer profondément en lui, une émotion oubliée qui remontait du plus profond de son être. Contre toute logique professionnelle, contre tous ses principes administratifs les plus stricts, contre 30 années de discipline militaire rigide et de respect absolu des protocoles, il prit une décision impulsive qui allait complètement changer le cours de sa vie. « Lieutenant Dubois, changement de plan immédiat. Nous rentrons directement au port de Marseille. Cette jeune fille vient avec moi à mon domicile », déclara-t-il, d'une voix ferme qui ne laissait transparaître aucune hésitation. « Mais commandant, les procédures réglementaires exigent », commença son subordonné, visiblement déstabilisé par cette entorse majeure au règlement. « Les procédures, lieutenant, c'est moi qui les décide et les applique sur ce bateau, et j'assume l'entière responsabilité de cette décision devant ma hiérarchie », répondit Pierre d'un ton qui n'admettait aucune réplique ni discussion. Il s'agenouilla près de la jeune fille, et pour la première fois depuis la mort tragique de Mathilde, il laissa transparaître une émotion sincère et profonde dans sa voix généralement si contrôlée. « Comment tu t'appelles, ma petite ?» Elle le fixa encore quelques longues secondes de ses yeux verts perçants avant de murmurer d'une voix à peine audible, dans un français parfait mais teinté d'un accent subtil du Moyen-Orient. « Amara. Je m'appelle Amara, et j'attendais que vous veniez me chercher. » Pierre sentit son cœur se serrer violemment. Il venait de franchir une ligne invisible, de défier tout un système administratif pour cette gamine mystérieusement marquée pour mourir en mer, sans même comprendre les raisons profondes de son geste. Mais pour la première fois depuis 5 longues années de solitude et de deuil, il se sentait étrangement et puissamment vivant. Le soleil de midi écrasait les ruelles étroites du Panier, lorsque Pierre gravit péniblement les escaliers de pierre usés qui menaient à son appartement. Amara marchait silencieusement à ses côtés, enveloppée dans une couverture marine qu'il avait récupérée sur la vedette. Ses pieds nus effleuraient à peine le sol pavé, comme si elle craignait de faire du bruit. Depuis leur retour au port, elle n'avait prononcé que quelques mots, répondant par monosyllabes aux questions bienveillantes de Pierre. Mais ses yeux verts ne cessaient de scruter chaque recoin, chaque fenêtre,
chaque visage croisé avec une vigilance qui dépassait largement celle d'une simple adolescente traumatisée par un naufrage. Pierre remarquait cette hypervigilance caractéristique des personnes qui ont vécu dans la peur permanente, un comportement qu'il avait observé chez certains soldats revenus de missions particulièrement éprouvantes. L'appartement de Pierre reflétait parfaitement sa personnalité austère et méthodique. 2 pièces spartiates décorées uniquement de quelques photos de Mathilde soigneusement encadrées sur les murs blancs, une bibliothèque remplie de manuels militaires et d'ouvrages sur la navigation, un canapé en cuir usé face à une télévision qu'il n'allumait presque jamais. Amara examina longuement chaque photographie de Mathilde, avec une attention particulière, s'arrêtant devant celle qui montrait la jeune fille blonde de 16 ans, souriant devant le vieux port de Marseille. « Elle vous ressemble », dit-elle finalement en français, surprenant Pierre par la justesse de son observation. « C'était ma fille. Elle s'appelait Mathilde », répondit-il d'une voix légèrement tremblante. « Elle est morte il y a 5 ans dans un accident de voiture. » Amara hocha la tête avec une gravité qui semblait inappropriée pour son âge. « La mort nous suit partout, même quand on croit l'avoir échappé, » murmura-t-elle, et Pierre frissonna devant la maturité tragique de cette remarque. Il lui prépara un thé à la menthe en fouillant dans ses placards presque vides, se souvenant vaguement que c'était une boisson appréciée au Moyen-Orient. Amara s'installa sur le canapé en repliant ses jambes sous elle, tenant la tasse chaude entre ses mains, comme si elle cherchait à se réchauffer de l'intérieur. « Vous voulez me parler de ce tatouage ?» demanda Pierre en s'asseyant en face d'elle, adoptant le ton paternel qu'il utilisait autrefois avec Mathilde quand elle avait des problèmes. Amara baissa immédiatement les yeux vers son poignet, recouvrant instinctivement le marquage rouge de sa main droite. « Ce n'est pas un tatouage normal, » dit-elle après un long silence. « C'est une marque, une signature. Ceux qui la portent sont... » Elle hésita, cherchant les mots justes en français, « destinés à disparaître. » Pierre sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. « Qui t'a fait ça? Et pourquoi ?» Amara leva les yeux vers lui et pour la première fois, il y vit briller des larmes qu'elle tentait courageusement de retenir. « Je viens d'Alep, en Syrie. Mes parents sont morts dans un bombardement quand j'avais 12 ans. Ma tante m'a recueilli, mais elle n'avait pas d'argent pour me nourrir. Un homme est venu la voir, il s'appelait Hassan. Il promettait du travail en Europe, une vie meilleure, de l'argent envoyé à ma famille restante. Ma tante a accepté. » Les mots sortaient maintenant comme un flot libéré après des années de silence. Pierre écoutait, le cœur serré, reconnaissant le schéma classique des réseaux de traite humaine qu'il avait étudié dans ses rapports de mission. Hassan m'a emmené en Turquie d'abord, dans une maison près d'Istanbul. Il y avait d'autres filles, toutes entre 14 et 18 ans. On nous disait qu'on allait travailler comme serveuse en France, qu'on gagnerait de l'argent pour nos familles. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas vrai. Amara but une gorgée de thé, ses mains tremblant légèrement. Les filles qui posaient trop de questions recevaient cette marque rouge. Hassan disait que c'était pour les identifier, pour savoir qu'elles appartenaient à son organisation. Mais j'ai vite réalisé que celles qui portaient cette marque disparaissaient une par une. Officiellement, elles étaient envoyées vers d'autres destinations. En réalité, elle ne termina pas sa phrase, mais Pierre comprenait parfaitement. « Comment as-tu échappé à cette maison ?» demanda-t-il doucement. « Il y a 3 semaines, Hassan a annoncé que j'allais partir pour Marseille avec un groupe de 8 autres filles. Mais la veille du départ, j'ai surpris une conversation entre lui et ses hommes. Ils parlèrent de nous jeter à la mer une fois arrivés au large des côtes françaises. Les marques rouges, c'était pour identifier celles qui en savaient trop sur l'organisation, celles qui représentaient un risque. » Pierre serra les poings, une rage froide montant en lui. Il avait servi dans plusieurs théâtres d'opération, avait vu la guerre et ses horreurs, mais la cruauté calculée de ces trafiquants le révoltait profondément. « Comment t'es-tu retrouvé seul en mer ?» poursuivit-il. Amara essuya discrètement ses yeux, avant de continuer. « Durant la traversée, j'ai réussi à convaincre 2 autres filles marquées de la vérité. Nous avons décidé de sauter à l'eau avant qu'ils nous tuent, en espérant atteindre la côte à la nage ou être secourus. Mais les courants étaient trop forts, les autres filles ont coulé. J'ai réussi à m'accrocher aux débris du bateau qui avait heurté des rochers. J'ai attendu, j'ai prié, et puis vous êtes arrivés. » Elle le regarda avec une expression de reconnaissance mêlée de crainte. « Mais Hassan a des contacts partout, même ici en France. S'il découvre que j'ai survécu, il va me retrouver. Et il vous tuera aussi pour m'avoir aidé. » Le silence qui suivit fut pesant, chargé de l'ampleur de la situation dans laquelle Pierre venait de s'engager. Il réalisa qu'en sauvant cette jeune fille, il n'avait pas seulement défié les procédures administratives, mais qu'il s'était potentiellement mis en danger face à une organisation criminelle internationale.
Cependant, regardant le visage fragile d'Amara, il ne ressentait aucun regret. « Tu es en sécurité ici », dit-il fermement. « Je suis officier de la marine française, j'ai des contacts, des moyens. Nous allons trouver une solution. » Amara secoua la tête avec un sourire triste. « Vous ne comprenez pas, commandant. Hassan n'est pas un simple passeur. Son organisation contrôle tout un réseau entre la Syrie, la Turquie et l'Europe. Il a des complices dans la police, dans l'administration, même dans l'armée. Le tatouage rouge n'est pas juste une marque de mort. C'est une signature qui dit « Cette personne connaît trop de secrets pour vivre ». Pierre se leva et fit les 100 pas dans le petit salon, réfléchissant intensément. 30 années de service militaire lui avaient appris à évaluer rapidement les situations de crise et à prendre des décisions sous pression. « Écoute-moi bien, Amara. Demain matin, j'ai une réunion avec mon supérieur hiérarchique, le capitaine de vaisseau Roussel. Je vais lui expliquer la situation, demander une protection officielle pour toi. Nous avons des procédures pour les témoins protégés. » Amara se leva brusquement, la panique visible dans ses yeux verts. « Non, vous ne pouvez pas faire ça. Hassan a dit que dès qu'une fille marquée entrait en contact avec les autorités françaises, il était immédiatement prévenu. Il a des sources partout. » Pierre s'approcha d'elle et posa doucement ses mains sur ses épaules tremblantes. « Alors nous agirons différemment. En attendant, tu restes ici, tu ne sors pas, tu ne te montres à aucune fenêtre. J'ai quelques jours de permission accumulés, je vais les prendre pour réfléchir à une solution. » Cette nuit-là, Pierre resta éveillé dans son lit, écoutant la respiration régulière d'Amara qui dormait sur le canapé du salon. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus seul dans son appartement silencieux. Mais cette présence rassurante s'accompagnait d'une responsabilité écrasante. Il avait sauvé cette jeune fille de la noyade, mais maintenant, il devait la sauver de bien plus que la mer. Il devait la sauver d'un réseau criminel qui avait des ramifications jusqu'en France et qui ne reculerait devant rien pour faire taire définitivement celles qui connaissaient leurs secrets. En fixant le plafond dans l'obscurité, Pierre se demandait s'il était assez fort pour protéger Amara, ou si en voulant la sauver, il ne l'avait pas simplement condamnée à mourir plus tard. Mais une chose était certaine, il ne l'abandonnerait jamais. Cette gamine lui avait redonné un but, une raison de se battre, et il était prêt à tout risquer pour lui offrir la vie que sa propre fille n'avait jamais pu vivre. Le 3e jour de la présence d'Amara dans l'appartement du panier, Pierre fut réveillé à l'aube par le bruit caractéristique d'une moto qui ralentissait dans la rue étroite en contrebas. Instinctivement alerte, il se glissa vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Un homme en blouson de cuir noir était arrêté devant l'immeuble, consultant ostensiblement son téléphone portable, tout en observant les façades avec une attention suspecte. Pierre reconnut immédiatement le comportement de quelqu'un qui surveillait un lieu précis. Son sang se glaça quand il réalisa qu'Amara avait dit vrai. Hassan et son réseau avaient des moyens de retrouver leurs traces bien plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé. Il referma silencieusement le rideau et se dirigea vers le salon où la jeune fille dormait encore, recroquevillée sous les couvertures comme un petit animal blessé, cherchant à se protéger du monde extérieur. « Amara, réveille-toi doucement », chuchota-t-il en posant délicatement sa main sur son épaule. Elle ouvrit immédiatement les yeux, parfaitement éveillée et alerte, comme si elle n'avait fait que somnoler. « Ils sont là, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle simplement, sans trace de surprise dans la voix. Pierre acquiesça gravement. « Un homme surveille l'immeuble depuis la rue. Nous devons partir d'ici immédiatement. » Amara se leva prestement, plia méthodiquement les couvertures et regarda autour d'elle comme si elle gravait dans sa mémoire chaque détail de ce lieu qui lui avait offert 3 jours de répit. « Je suis désolée de vous avoir attiré des ennuis, commandant. Vous auriez dû me laisser dans la mer, » dit-elle avec une résignation qui brisa le cœur de Pierre. « Ne dis jamais ça, » répondit-il fermement, en rassemblant rapidement quelques affaires essentielles dans un sac de voyage militaire. « Tu n'as rien fait de mal. Ce sont eux les criminels. » Pierre connaissait parfaitement le quartier du panier pour y avoir grandi enfant. Il savait qu'il existait une sortie par les toits, un passage que les résistants marseillais utilisaient pendant la guerre et que les enfants du quartier avaient redécouvert des décennies plus tard. « Suis-moi et ne fais aucun bruit », ordonna-t-il en ouvrant la fenêtre de la cuisine qui donnait sur une petite cour intérieure. Ils escaladèrent silencieusement l'escalier de secours rouillé qui menait au toit de tuiles rouges caractéristiques de Marseille. Le soleil matinal faisait déjà chauffer les tuiles provençales, et la vue sur le vieux port s'étendait majestueusement devant eux. En temps normal, Pierre aurait pris le temps d'admirer ce panorama qu'il aimait depuis l'enfance, mais l'urgence de la situation ne permettait aucune contemplation. Ils progressèrent en rampant de toit en toit,
Amara suivant Pierre avec une agilité surprenante qui témoignait d'une habitude de fuir et de se cacher. Après une progression difficile de 15 minutes sur les toits brûlants, ils redescendirent dans une rue parallèle par un autre escalier de secours. Pierre vérifiait constamment qu'il n'était pas suivi, utilisant les techniques de contre-surveillance qu'il avait apprises durant ses formations militaires. « Où allons-nous » demanda Amara en essuyant la sueur qui perlait sur son front. « Chez quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue », répondit Pierre en sortant son téléphone portable. Il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Salut Marc, c'est Pierre. J'ai besoin de ton aide, c'est urgent. » Au bout du fil, Marc Bertrand, son ancien compagnon d'armes devenu restaurateur dans le quartier de la Plaine, ne posa aucune question. « Viens chez moi immédiatement, je t'attends », dit-il simplement avant de raccrocher. Cette solidarité inconditionnelle entre anciens militaires était l'une des choses que Pierre appréciait le plus dans ses relations humaines. Le restaurant chez Marc était encore fermé à cette heure matinale, mais Marc les attendait à la porte de service. C'était un homme de 50 ans, massif et barbu, aux mains marquées par des années de cuisine et aux yeux bleus perçants qui ne rataient jamais un détail. Il avait servi sous les ordres de Pierre en Côte d'Ivoire 15 ans plus tôt, et depuis leur retour, une amitié solide s'était développée entre les deux hommes. « Pierre, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air d'un homme traqué, » dit Marc, en les faisant entrer dans la cuisine de son restaurant qui sentait encore les épices de la veille. Pierre lui expliqua rapidement la situation, sans omettre aucun détail sur le sauvetage d'Amara, le réseau de Hassan et la surveillance dont il faisait maintenant l'objet. Marc écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps, son expérience militaire lui permettant de comprendre immédiatement la gravité de la situation. « Cette gamine a une tête mise à prix, c'est ça ?» résuma Marc en regardant Amara avec bienveillance. « En quelque sorte, oui. Elle en sait trop sur leur organisation pour qu'ils la laissent vivre », confirma Pierre. Marc réfléchit quelques instants en caressant sa barbe. « J'ai une planque sûre, un appartement au-dessus du restaurant que j'utilise pour stocker mes archives. Personne ne connaît son existence, même pas ma femme. Vous pouvez y rester le temps de trouver une solution définitive. » Il leur fit monter un escalier dissimulé derrière une fausse cloison de la cuisine, révélant un petit appartement spartiate mais confortable, avec vue sur une cour intérieure silencieuse. « Merci Marc, je ne l'oublierai jamais, » dit Pierre en serrant la main de son ami. « On se serre les coudes, c'est normal. Mais Pierre, tu réalises que tu t'es engagé dans quelque chose qui te dépasse ? Ces gens-là ne plaisantent pas. » Pendant qu'ils s'installaient dans la planque, Pierre réfléchissait intensément à leurs options. Il ne pouvait pas faire appel aux autorités officielles sans risquer de compromettre Amara, mais il ne pouvait pas non plus rester indéfiniment caché. Il fallait une solution offensive, pas seulement défensive. « Amara, je vais te poser des questions précises sur Hassan et son organisation. Chaque détail peut être important. » Elle acquiesça courageusement. « Il opère depuis un entrepôt près du port de commerce de Marseille. Je ne sais pas exactement où, mais il y avait toujours une odeur de poisson quand ces hommes revenaient de là-bas. Hassan conduit une Mercedes noire avec des vitres teintées et il porte toujours une chaîne en or avec un pendentif en forme d'encre. Il a un bras droit qui s'appelle Karim, un homme chauve avec une cicatrice sur la joue droite. » Pierre prenait des notes détaillées, son cerveau militaire analysant chaque information pour construire un plan d'action. « Combien d'hommes dans son groupe ?» demanda-t-il. « Une dizaine en permanence à Marseille, mais il peut en faire venir d'autres de Turquie rapidement. Ils ont des armes, Pierre, des pistolets, et peut-être même des fusils automatiques. » Cette révélation ne surprenait pas Pierre, mais elle confirmait la dangerosité de leurs adversaires. « Il y a autre chose, » continua Amara en baissant la voix. « Hassan a un contact dans la police marseillaise, un commissaire qui l'informe des enquêtes en cours. Je ne connais pas son nom, mais je l'ai vu une fois à l'entrepôt. Un homme d'une 50aine d'années, assez grand, avec des cheveux gris et une moustache. » Cette information glaça Pierre. Si Hassan avait effectivement un complice dans la police locale, cela expliquait comment il avait pu les localiser si rapidement et pourquoi les réseaux de traite humaine pouvaient opérer en toute impunité dans la région marseillaise. « Pierre, » dit Amara, en posant sa main sur la sienne, « je ne veux pas que vous risquiez votre vie pour moi. Ces hommes ont tué des dizaines de filles comme moi. Si quelque chose vous arrivait à cause de moi, je ne me le pardonnerai jamais. » Pierre la regarda dans les yeux, y lisant une maturité et une force qui dépassaient largement son âge apparent. « Amara, quand j'ai perdu ma fille, j'ai cru que ma vie était finie. Tu m'as redonné un sens à mon existence. Je ne reculerai pas. » Il se leva et commença à arpenter la petite pièce. « Mais tu as raison sur un point. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous cacher. Il faut passer à l'offensive.
Le plan qui germa dans l'esprit de Pierre était audacieux et dangereux, mais c'était peut-être leur seule chance de s'en sortir vivant. Il allait utiliser sa position d'officier de marine pour mener sa propre enquête sur Hassan, identifier l'entrepôt et rassembler des preuves suffisantes pour faire tomber toute l'organisation. Mais il devrait agir seul, sans aucun soutien officiel, en prenant des risques considérables. « Je vais infiltrer leur réseau », annonça-t-il finalement. « Comment » demanda Amara inquiète. « En me faisant passer pour un client potentiel, un officier corrompu qui cherche à monter son propre trafic. » Le silence qui suivit était chargé de l'ampleur du danger que représentait cette décision. Pierre savait qu'il jouait sa carrière, sa réputation et probablement sa vie. Mais regardant le visage déterminé d'Amara, il savait aussi qu'il n'avait pas le choix. La bataille pour sa survie et sa liberté ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, Pierre ajustait le col de sa veste civile en observant l'entrepôt délabré du port de commerce depuis sa voiture de location. L'odeur de poisson et de gasoil flottait dans l'air salé du petit matin marseillais. Après des jours d'enquête discrète, il avait finalement localisé le quartier général de Hassan grâce aux informations d'Amara et à ses propres contacts dans le milieu portuaire. Le bâtiment de béton gris se dressait entre 2 entreprises de mariage légitimes, camouflage parfait pour des activités criminelles. Pierre avait passé la nuit précédente à finaliser son plan avec Marc et Amara, répétant chaque détail de son infiltration. Il portait sur lui un micro-émetteur dissimulé et une caméra miniature que Marc avait réussi à se procurer grâce à un contact dans la sécurité privée. « Hassan Demirci ?» demanda Pierre en pénétrant dans l'entrepôt sombre où une dizaine d'hommes s'activaient autour de caisses suspectes. L'homme qui se retourna correspondait exactement à la description d'Amara. La quarantaine, corpulent, vêtu d'un costume sombre, la chaîne en or avec l'encre autour du cou. Ses yeux noirs scrutèrent Pierre avec méfiance. « Qui vous êtes ? Comment vous connaissez mon nom ?» demanda Hassan dans un français approximatif teinté d'accent turc. Pierre adopta immédiatement l'attitude arrogante qu'il avait préparée. « Commandant Pierre Moreau, Marine nationale. J'ai entendu parler de vos activités par des contacts communs. Je cherche un partenariat commercial. » Hassan échangea un regard avec l'homme chauve cicatrisé qui devait être Karim. « Quel genre de partenariat ?» demanda-t-il prudemment. « J'ai accès aux horaires de patrouilles en mer, aux zones de surveillance, aux communications radio. Informations qui valent cher pour quelqu'un dans votre secteur d'activité, » expliqua Pierre avec un sourire calculé. Hassan parut intéressé mais restait sur ses gardes. « Et qu'est-ce que vous voulez en échange, commandant ?» demanda-t-il en insistant ironiquement sur le grade militaire. « De l'argent et l'assurance que mes propres cargaisons ne seront pas inquiétées, » répondit Pierre. « Vos cargaisons ?» questionna Karim avec suspicion. « J'ai des contacts en Afrique du Nord, des marchandises diverses qui transitent par Marseille. Disons que la douane n'est pas toujours au courant. » Hassan éclata d'un rire gras. « J'aime les hommes qui parlent clairement business. » Pendant que les négociations fictives se poursuivaient, Pierre enregistrait discrètement chaque parole, chaque détail de l'organisation criminelle. Il aperçut dans un coin de l'entrepôt plusieurs jeunes femmes terrifiées, probablement le prochain chargement humain destiné à l'exploitation ou à l'élimination. Son sang se glaça, mais il devait maintenir son rôle. « Il y a juste un petit problème », dit soudain Hassan en se rapprochant de Pierre. « Une de mes marchandises s'est échappée il y a 15 jours. Une petite Syrienne avec une marque rouge au poignet. Mes informateurs me disent qu'un officier de marine l'aurait récupérée. » Pierre sentit son cœur s'accélérer mais garda un visage impassible. « Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre arrangement ?» demanda-t-il avec une indifférence feinte. « Cette fille connaît trop de choses sur mon organisation. Si elle parle aux autorités, ça compromet tout mon réseau européen, » expliqua Hassan, ses yeux se durcissant. « Je dois la retrouver et l'éliminer. Si vous m'aidez à la localiser, je vous donne 10% de mes bénéfices annuels. » Pierre réalisa que c'était le moment crucial de son plan. « Décrivez-moi cette fille, » dit-il en sortant ostensiblement son téléphone. Hassan lui montra une photo floue d'Amara prise probablement lors de sa captivité. Cheveux noirs, yeux verts, 16 ans, très mince. Elle porte un tatouage rouge sur le poignet gauche. Pierre examina la photo en feignant la réflexion. « Je crois que je l'ai vue, » mentit-il finalement. Une gamine que les équipes de secours ont récupérée la semaine dernière. Elle a été transférée dans un centre d'accueil de Toulon. Hassan sourit avec satisfaction. « Parfait. Karim va s'en occuper aujourd'hui même. » C'était exactement ce que Pierre espérait entendre. Il avait maintenant des preuves irréfutables des activités criminelles de Hassan et de ses intentions meurtrières envers Amara. « Une dernière chose, » ajouta Hassan. «
Mon contact dans la police marseillaise m'a dit qu'un commandant Moreau avait posé des questions sur les réseaux de passeurs récemment. « C'est vous » Pierre sentit la sueur perler dans son dos. Sa couverture était grillée. « Effectivement, j'ai mené quelques enquêtes discrètes pour comprendre le marché local avant de vous contacter, » répondit-il en espérant que son explication sonnerait crédible. Mais Hassan n'était pas dupe. D'un geste de la main, il fit signe à ses hommes d'encercler Pierre. « Commandant Moreau, je pense que vous nous prenez pour des imbéciles. Mon contact policier m'a aussi dit que vous aviez pris des congés inhabituels ces dernières semaines. » Pierre comprit qu'il était démasqué. « Où est la fille syrienne ?» demanda Hassan en sortant un pistolet de sa veste. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Pierre avec un calme qu'il était loin de ressentir. Hassan appuya le canon de l'arme contre sa tempe. « Dernière chance, commandant. Où est Amara ?» Au même moment, la porte de l'entrepôt explosa sous l'effet d'une charge explosive. Une équipe du GIGN marseillais fit irruption, armes au poing, criant « Police ! Tout le monde au sol !» Dans la confusion qui suivit, Pierre plongea derrière une caisse tandis que Hassan et ses hommes tentèrent de résister. Marc avait tenu parole. Dès que Pierre avait donné le signal convenu par radio, son ami avait immédiatement contacté le capitaine de vaisseau Roussel pour déclencher l'intervention. L'opération fut rapide et efficace. Hassan et 8 de ses complices furent arrêtés, l'entrepôt perquisitionné, les jeunes femmes séquestrées libérées et prises en charge. 3 mois plus tard, Pierre regardait Amara terminer ses devoirs de français à la table de la cuisine de leur nouvel appartement dans le quartier des 5 avenues. Le procès de Hassan avait fait sensation dans la presse marseillaise, révélant l'ampleur du réseau de traite humaine qui opérait entre l'Europe et le Moyen-Orient. Le témoignage courageux d'Amara avait été déterminant pour faire condamner les trafiquants à de lourdes peines de prison. Le complice policier avait également été démasqué et révoqué. Pierre avait obtenu la tutelle légale d'Amara après une longue procédure administrative, et elle était maintenant scolarisée au lycée Perrier, où elle excellait malgré son passé difficile. « Papa, tu peux m'aider avec cet exercice de littérature ?» demanda-t-elle en levant les yeux de son cahier. Le mot « papa » résonnait encore étrangement aux oreilles de Pierre, mais il l'emplissait d'une joie profonde qu'il n'avait plus ressentie depuis la mort de Mathilde. « Bien sûr, ma chérie », répondit-il en s'asseyant à côté d'elle. Amara avait grandi, pris du poids, ses joues avaient retrouvé les couleurs de l'adolescence. Le tatouage rouge avait été effacé par un dermatologue spécialisé, ne laissant qu'une cicatrice discrète qu'elle cachait sous un bracelet offert par Pierre. Le soir, après qu'Amara fut couchée, Pierre sortait souvent sur le balcon pour contempler les lumières du vieux port. Il pensait à Mathilde, à cette seconde chance que la vie lui avait offerte à travers Amara. Dans quelques mois, elle passerait son baccalauréat et voulait étudier le droit international pour aider d'autres victimes. Ce soir-là, elle le rejoignit sur le balcon, se blottissant contre lui comme elle le faisait maintenant sans crainte. « Tu sais, papa » murmura-t-elle en regardant les bateaux rentrer au port. « Quand j'étais dans l'eau froide, j'ai rêvé qu'un ange viendrait me sauver. » Pierre serra tendrement sa fille adoptive contre lui, et dans le doux murmure des vagues qui caressaient les quais marseillais, 2 âmes brisées avaient enfin trouvé leur port d'attache.